Così es el día donde tenemos todos los visitantes. Il est mort seul, dans un appartement modeste à Buenos Aires. Pendant plusieurs jours, personne ne s'est aperçu de sa disparition. Et pourtant, il fut un héros planétaire. Un justicier masqué, armé d'un sabre, adulé par des millions de téléspectateurs. Son nom, Guy Williams. Son rôle, Zorro. Mais derrière le masque noir et le sourire charmeur se cachait une vérité bien plus sombre. Des blessures sur le plateau, des disputes en coulisses, une série annulée en plein succès et des secrets que même Disney n'a jamais voulu révéler. Pourquoi Guy Williams a-t-il quitté Hollywood? Qui a saboté le rêve télévisuel de Walt Disney? Que s'est-il réellement passé dans les coulisses de la série Zorro en 1957? Et pourquoi la fin de cette aventure glorieuse fut-elle si brutale, si silencieuse? Ce que vous allez découvrir ici ne figure dans aucun reportage officiel. À la fin des années 1950, Walt Disney n'est pas encore l'empereur absolu du divertissement. Il a conquis le cinéma, les parcs à thème, mais il lui manque encore une chose, la télévision. Pour s'imposer sur ce nouveau média, il mise tout sur une série ambitieuse, colorée, inspiré d'un personnage de légende, Zorro. Un justicier californien au grand cœur, masqué, maniant l'épée avec élégance. L'objectif? Captiver les jeunes Américains, fidéliser leurs familles et imposer la marque Disney sur le petit écran. Le projet voit officiellement le jour en 1957. La chaîne ABC accepte de diffuser la série à condition que Disney prenne en charge la quasi-totalité de la production. Un pari risqué. Alors qu'un épisode moyen de télévision coûte à l'époque 13 000 $, chaque épisode de Zorro coûtera entre 75 000 et 80 000 $. Décors soignés, costumes raffinés, musique originale, entraînements intensifs pour les cascades, tout est pensé pour créer un univers crédible et grandiose. Mais ce luxe a un prix, celui de la pression absolue sur l'ensemble de l'équipe. Le casting commence dans un silence feutré. Si l'on connaît aujourd'hui Guy Williams comme l'interprète indétrônable de Zorro, il n'était pas le premier choix. Britt Lemande, acteur athlétique au regard perçant, est auditionné pour incarner Don Diego de la Vega. Mais son jeu intense déplaît au producteur. Ironie du sort, il sera finalement choisi pour interpréter le capitaine Monastario, l'ennemi juré du héros. Quant à Guy Williams, il n'est repéré que tardivement. Mannequin reconverti en acteur, il n'a à son actif que quelques rôles modestes dans des westerns de série B. C'est sa prestance naturelle, son élégance discrète et son charisme latin qui séduisent Walt Disney. Un Zorro raffiné, à 1000 lieues des cow-boys crasseux de l'époque. Derrière lui, d'autres noms vont entrer dans la légende sans jamais obtenir la reconnaissance qu'ils méritaient. Henri Calvin, choisi pour jouer le sergent Garcia, devait initialement incarner un militaire dur et loyal. Mais sa bonhomie irrésistible et son jeu comique transforment le personnage en force comique adorée du public. Quant à Jen Sheldon, muet dans son rôle de Bernardo, il fascine par sa maîtrise du mime. Ancien musicien, formé à la comédie physique, il donne vie à un compagnon discret mais rusé, pilier silencieux du récit. Les premières semaines de tournage sont éreintantes. L'équipe tourne 6 jours sur 7. Les scènes de duel sont filmées à l'aide de véritables épées. Aucune doublure dans les premiers épisodes. Les acteurs doivent tout faire eux-mêmes, souvent sans protection. L'ambiance est tendue. Walt Disney passe régulièrement sur le plateau, exigeant, intrusif, notant tout sur un petit carnet. Il ne veut pas seulement une série, il veut un mythe. Et ce mythe commence à prendre forme. Le générique chanté devient un tube. La silhouette de Zorro, gravée dans l'imaginaire collectif, est imprimée sur les cartables, les t-shirts, les cahiers d'écoliers. En coulisses pourtant, rien n'est simple. ABC s'inquiète des dépassements budgétaires. Disney soupçonne que la chaîne veut y récupérer les droits du personnage. Des tensions juridiques commencent à poindre. Mais personne à ce moment-là ne se doute que cette aventure télévisuelle si brillante finira dans un silence assourdissant et que ses héros disparaîtront de l'histoire officielle un par un. La première diffusion de Zorro a lieu le 10 octobre 1957. Dès les premières minutes, c'est un choc visuel et émotionnel pour les téléspectateurs. L'image est nette, les couleurs somptueuses, les dialogues précis, le rythme haletant.
Et surtout, Guy Williams incarne un Zorro comme personne ne l'avait fait avant lui. Élégant, ironique, stratège, un véritable gentleman vengeur. Il est Don Diego de la Vega de jour, justicier masqué de nuit. Et cette dualité séduit instantanément. À la maison, les enfants ne clignent pas des yeux. Les parents, eux, découvrent une série plus intelligente qu'ils ne l'avaient imaginée. Les critiques sont unanimes. Disney a frappé un grand coup. La série devient un phénomène culturel. En moins de 3 mois, Zorro est partout, dans les cours d'école, les publicités, les parades de Thanksgiving. Les ventes de costumes pour enfants explosent. Des enfants américains gravent la lettre Z sur leurs pupitres, leurs cartables, parfois même sur les murs des toilettes scolaires. Un phénomène qui oblige Disney à lancer une campagne éducative pour rappeler aux jeunes fans que Zorro combat l'injustice mais ne vandalise pas les écoles. À Hollywood, Guy Williams devient une star. Il est invité dans les talk-shows, les galas, les conventions. Il tourne des publicités pour des marques de chocolat, de savon, de céréales. Son visage est partout, et pourtant il reste humble, réservé. Ancien mannequin, formé à la discrétion, il accepte sa notoriété sans l'exploiter. Il incarne Zorro dans la rue comme à l'écran, signant des autographes avec élégance, refusant de se montrer en public sans costume. Son engagement dans le rôle frôle parfois l'obsession. Il suit des cours d'escrime en dehors du tournage, travaille sa posture, lit des livres sur la Californie espagnole du 19e siècle. Il veut être crédible, jusqu'au bout du fouet. Autour de lui, le reste de la distribution trouve aussi sa place dans le cœur du public. Henri Calvin, en sergent Garcia, devient le gros nounours préféré des enfants. Ses maladresses, ses rires tonitruants, son uniforme trop serré contrastent avec la silhouette fine et agile de Zorro, formant un duo comique involontaire mais irrésistible. Loin d'être moqué, Garcia est aimé. Il n'est pas méchant, juste naïf. Et c'est cette humanité qui touche les familles américaines. Gene Sheldon, silencieux Bernardo, devient une énigme vivante. Dans la série, il ne parle pas, ne communique que par gestes, mais ses mimiques, sa fidélité à Zorro, son intelligence de l'ombre séduisent les spectateurs. Très vite, les critiques saluent la performance. Un rôle muet mais d'une profondeur rare, écrit le New York Times. Sheldon reçoit des lettres de fans du monde entier. Certains lui écrivent en langage des signes. Il devient malgré lui un symbole de représentation pour les personnes sourdes et malentendantes. Sur le plan technique, la série innove. Les scènes d'action sont tournées en décor naturel à Los Angeles et ses alentours. Les chevaux, les duels, les cavalcades dans les ruelles du Pueblo sont orchestrés avec un réalisme saisissant. La musique originale, composée par William Lava et George Bruns, donne une identité sonore inoubliable à la série. La chanson du générique, Out of the Night When the Full Moon is Bright, sera traduite, adaptée, parodiée des centaines de fois. Zorro est plus qu'un succès, c'est une obsession nationale. Les objets dérivés rapportent des millions de dollars à Disney. Des livres, des jeux de société, des disques vinyles sont produits à la chaîne. Un spectacle en direct est monté à Disneyland avec Guy Williams en vedette, galvanisant les foules. Mais derrière cette lumière aveuglante, des tensions s'accumulent. La pression sur les acteurs devient intenable. Le rythme de tournage est infernal. Les scènes de combat se succèdent, les blessures mineures se multiplient. Guy Williams, malgré son sourire permanent, commence à se plaindre de fatigue chronique. Il sent que quelque chose cloche. Henri Calvin s'épuise à faire rire sans jamais être pris au sérieux comme comédien dramatique. Gene Sheldon, lui, commence à souffrir de pouleurs permanentes à force de gestes répétés. Et dans les coulisses, un conflit plus grave se prépare, celui qui opposera Disney à la chaîne ABC. Un désaccord financier, un bras de fer juridique et surtout une trahison inattendue qui viendra tout bouleverser. Officiellement, Zorro est une série d'aventures familiales, un monde propre, lumineux, sans bavure. Mais en coulisses, les sourires se fissurent. Très vite, l'équipe réalise que le rêve tourne au cauchemar. Tout commence par les scènes de combat. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les duels ne sont pas simulés avec des accessoires en caoutchouc. Non. À la demande des producteurs, pour plus de réalisme, les épées utilisées sont en métal véritable. Les acteurs, formés à l'escrime, doivent répéter sans filet. Et les blessures arrivent. Guy Williams est touché à la main lors d'un duel contre Britt Lemond. Le sang coule. Le tournage est arrêté pendant plusieurs heures. Un technicien est hospitalisé après avoir reçu un coup d'épée mal maîtrisé. À l'époque, aucun syndicat ne protège réellement les cascadeurs de télévision. Et Disney, soucieux de préserver l'image familiale de la série, fait tout pour étouffer l'affaire. Les rapports médicaux sont classés, les témoins priés de se taire. Mais ce n'est que le début. En 1958, un incendie éclate sur les platons du studio.
Un projecteur défectueux déclenche une étincelle. En quelques minutes, le décor du pueblo californien prend feu. Les flammes atteignent les entrepôts voisins. Par miracle, aucun membre de l'équipe n'est blessé, mais plusieurs épisodes en production sont partiellement détruits. Les assureurs de Disney paniquent. Le studio doit reconstruire en urgence, à perte. Là encore, silence radio. Aucune image, aucune information ne fuit. À l'époque, les journaux n'osent pas s'attaquer à la firme aux grandes oreilles. Autre incident passé sous silence. Un tournage avec des animaux tourne mal. Dans un épisode, une scène exige la présence d'un âne sur le plateau. L'animal, affolé par les projecteurs et le bruit, s'échappe, bouscule un caméraman et brise un morceau du décor principal. Le chaos oblige la production à annuler 2 jours de tournage. À la suite de cet événement, Walt Disney impose une nouvelle règle: interdiction d'utiliser des animaux vivants sur ses plateaux, sauf autorisation exceptionnelle. Officiellement, cela n'est jamais mentionné, mais en interne, l'accident reste gravé. En parallèle, le succès phénoménal de la série génère des effets secondaires inattendus. Aux États-Unis, une véritable Z-manie s'empare des enfants. Des milliers de lettres Z sont gravées sur les pupitres d'école, les murs des toilettes, parfois même sur les voitures garées près des établissements. Le département de l'éducation tire la sonnette d'alarme. Plusieurs directeurs d'école écrivent directement à Disney pour dénoncer une incitation à la dégradation. La firme réagit en lançant une campagne de sensibilisation à la télévision. Mais le mal est fait. La lettre Z devient un symbole de rébellion juvénile à une époque où la discipline est sacrée. Et puis vient le scandale politique. En Espagne, la série est diffusée avec succès à partir de 1959. Mais très vite, le régime franquiste s'en inquiète. Le portrait des autorités espagnoles dans la série, corrompues, violentes, oppressives, choque. Plusieurs épisodes sont censurés. Le gouvernement de Franco accuse Disney de salir l'honneur de l'Espagne coloniale. Un communiqué officiel demande l'arrêt de la diffusion. Disney refuse, mais les tensions diplomatiques s'installent. Le ministère des Affaires étrangères espagnol contacte l'ambassade américaine. Des tractations ont lieu dans l'ombre. Résultat, la série est maintenue, mais plusieurs dialogues sont modifiés pour l'export. Un véritable cas de censure géopolitique jamais avoué publiquement. Au même moment, une crise d'une toute autre nature secoue la production. Disney, méfiant, découvre que la chaîne ABC, qui diffuse la série, cherche à négocier les droits commerciaux de Zorro sans son accord. La tension monte. Disney accuse la chaîne de vouloir s'emparer du personnage pour produire ses propres contenus dérivés. ABC dément, mais la confiance est brisée. En 1959, en pleine gloire, Disney engage des avocats et suspend unilatéralement la production de nouveaux épisodes. Officiellement, il s'agit d'une pause créative. En réalité, c'est le début d'une guerre juridique qui durera plus de 2 ans. Pendant cette période, l'équipe reste dans l'expectative. Les contrats des acteurs sont gelés. Guy Williams refuse d'accepter d'autres rôles par fidélité au personnage. Henry Calvin perd des opportunités au théâtre. Jane Sheldon, isolée, sombre dans un mutisme encore plus profond. Les fans, eux, s'interrogent. Pourquoi Zorro a-t-il disparu de l'antenne alors qu'il cartonnait encore en audience? Pourquoi aucune explication officielle? La réponse ne viendra jamais. Jusqu'à aujourd'hui, Disney n'a jamais communiqué sur les raisons précises de l'arrêt de la série. Ce silence, cette disparition brutale, ont laissé des traces. Et pour certains membres du casting, le prix à payer sera lourd, très lourd. Quand le tournage s'arrête brutalement en 1959, aucune fête de fin de série n'est organisée. Aucun communiqué n'est publié. Aucun journaliste n'est invité sur le plateau. Tout se termine dans le vide. Un vide glacial. Pour le public, Zorro disparaît soudainement. Mais pour les acteurs, ce n'est que le début d'une descente lente et douloureuse. Guy Williams, héros masqué adulé par des millions de téléspectateurs, devient prisonnier de son propre rôle. Il ne parvient plus à décrocher de nouveaux contrats. Les producteurs d'Hollywood ne voient en lui qu'un justicier en noir, incapable d'endosser d'autres identités. L'étiquette Zorro lui colle à la peau. Pire encore, la guerre juridique entre Disney et ABC l'empêche légalement de tourner dans une autre série majeure, sous peine de rupture contractuelle. Pendant 2 ans, il reste à l'arrêt.
dans l'ombre. Il commence à s'éloigner des studios, à s'isoler de ses collègues, à se refermer sur lui-même. Henri Calvin, inoubliable sergent Garcia, paie un prix encore plus cruel. Loin d'être reconnu comme un acteur comique de talent, il est catégorisé comme second rôle corpulent et maladroit. Les offres se font rares. Il tente de revenir au théâtre, mais sans succès. L'humour qui faisait rire des millions d'enfants ne suffit pas à séduire les critiques new-yorkais. Calvin plonge dans une profonde dépression. Il sombre dans l'alcool, prend du poids, voit sa santé se dégrader. En 1975, il meurt à Dallas, à 57 ans, loin des projecteurs, dans l'anonymat presque total. Gene Sheldon, l'ange silencieux de la série, ne s'en sort guère mieux. Son rôle muet de Bernardo avait touché les spectateurs par sa finesse, mais il devient un fardeau dans le monde du spectacle parlant. Victime de douleurs musculaires chroniques dues à des mouvements répétitifs sur le plateau, il développe des troubles moteurs. À partir de 1965, il cesse progressivement d'apparaître à l'écran. Il vit dans un petit appartement de banlieue à Pasadena, entouré de ses souvenirs de tournage. Il meurt en 1982 sans que la presse ne lui consacre une nécrologie digne de ce nom. Et puis il y a Guy Williams, l'homme que l'Amérique avait choisi pour incarner la justice. En 1973, lassé du silence d'Hollywood, il décide de quitter définitivement les États-Unis. Il s'installe à Buenos Aires, en Argentine, où la série Zorro est encore immensément populaire. Là-bas, il est reconnu dans la rue, acclamé lors de conventions, célébré comme une légende vivante. Mais la reconnaissance argentine ne suffit pas à effacer la douleur d'avoir été oublié par son propre pays. Il vit seul, dans un appartement modeste, avec quelques souvenirs d'époque. Un masque noir, une épée factice, des lettres de fans jaunies par le temps. Il donne quelques interviews à la télévision argentine, mais évite les journalistes américains. Il ne critique jamais Disney, mais son regard se trouble dès qu'on évoque la fin de Zorro. C'était un rêve, puis plus rien. Lâche-t-il une fois à voix basse. Le 30 avril 1989, il ne répond plus aux appels de ses amis. Inquiet, ses voisins alertent les autorités. On retrouve son corps allongé sur le sol du salon, la télévision encore allumée. Cause probable, une rupture cérébrale. Il avait 65 ans. Pendant plusieurs jours, aucun grand média américain ne relaie la nouvelle. Ce sont les journaux argentins qui lui rendent d'abord hommage. Le Clarín titre « Adios al Zorro verdadero ». Un hommage discret, mais sincère. Plusieurs années plus tard, une plaque commémorative est posée dans une rue de Buenos Aires. Pas à Hollywood, pas à Los Angeles, mais en Argentine, là où l'homme sous le masque avait trouvé un refuge. Là où il était resté un héros, même quand le monde avait cessé de le regarder. Zorro n'est pas seulement une série télévisée, c'est un morceau d'histoire, une icône culturelle, un cri silencieux contre l'injustice. Mais derrière ce mythe se cachent des hommes, des visages, des destins souvent sacrifiés au nom du divertissement. Guy Williams, Henry Calvin, Gene Sheldon, tous ont offert une part d'eux-mêmes pour faire exister un monde où le bien triomphe du mal. Et tous ont été abandonnés, lentement, silencieusement quand les projecteurs se sont éteints. La série Zorro, malgré son immense succès, n'a jamais eu droit à une vraie fin, ni épisode conclusif, ni cérémonie d'adieu, ni reconnaissance officielle. Elle s'est dissoute dans les méandres juridiques et les calculs financiers. Disney, trop concentré sur ses nouvelles franchises, a préféré ranger l'histoire dans une boîte d'archives. Aujourd'hui encore, peu de gens savent pourquoi Zorro s'est arrêté. Peu de gens savent comment ces acteurs ont disparu, non pas tragiquement, mais dans l'indifférence. Ce qui interroge, ce n'est pas seulement l'oubli, c'est ce qu'il dit de notre mémoire collective. Comment une œuvre aussi marquante peut-elle être effacée ? Comment des figures aussi aimées ont-elles pu être reléguées aux marges du souvenir ? Et surtout, comment une série qui parlait de justice, d'honneur, de courage, a-t-elle pu engendrer tant d'injustice derrière la caméra ? Guy Williams n'a jamais été remercié publiquement pour avoir incarné Zorro. Il n'a jamais reçu de prix honorifique, ni de discours d'hommage de la part des studios. Son nom n'apparaît que rarement dans les documentaires rétrospectifs. Et pourtant, sans lui, le masque n'aurait jamais eu cette profondeur.
Sans lui, le Z n'aurait jamais été tracé dans les cœurs. Aujourd'hui, certains fans continuent de perpétuer sa mémoire. Des conventions organisées en Argentine, des forums en ligne aux États-Unis. Quelques passionnés restaurent les épisodes perdus, écrivent des articles, publient des vidéos souvenirs. Mais cela reste fragile, discret, presque clandestin. Alors, la question se pose, à nous, spectateurs d'hier et d'aujourd'hui. Sommes-nous prêts à redonner vie à ceux que l'histoire du divertissement a effacés? Sommes-nous capables de reconnaître la valeur d'un artiste au-delà de sa période de gloire? Et surtout, combien de justiciers silencieux dorment encore dans les oubliettes de notre mémoire collective? Le masque de Zorro, autrefois symbole d'espoir et de résistance, repose désormais dans un musée. Mais derrière le verre, ce n'est pas qu'un accessoire de scène, c'est un rappel, un avertissement, une trace, celle d'un homme qui voulait simplement faire rêver et qui, en fin de compte, n'a reçu qu'un dernier souffle solitaire. Merci Guy Williams. Et à vous qui regardez cette vidéo, ne laissez pas l'oubli gagner. Abonnez-vous et ensemble, redonnons voix à ceux qu'on a volontairement fait taire.